22h15 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit. Et vous recevez Pierre de Villeneuve, le journaliste à l'Obs, Mathieu Delahousse, auteur de Code Birdie dans les secrets de l'enquête Cahuzac, paru chez Flammarion. Bonsoir Mathieu Delahousse. Bonsoir. L'affaire Cahuzac, vous la connaissez de A à Z. On est arrivé au Z, ou en tout cas au Y, puisqu'il y aura un nouveau procès. Quel enseignement tirez-vous de cette adéquation entre le réquisitoire du parquet financier à la peine infligée à l'ancien ministre, 3 ans demandés, 3 ans prononcés? Oui, c'est une peine qui était très lourde, c'était une peine de réquisitoire. Et la peine qui est prononcée par les juges en équilibre est extrêmement forte, elle est sans nuance et elle constitue finalement le pire livre qu'on pouvait écrire à l'encontre de Jérôme Cahuzac. Il y a plusieurs livres effectivement qui ont été écrits sur ce personnage avec ses ressorts psychologiques parfois un peu curieux. Moi, je me suis plongé cet après-midi dans les 205 pages qui ont été rédigées par les magistrats du tribunal correctionnel de Paris et par leur président Peyman Gallet-Marzban. Et en fait, on a le pire paysage de ce que pouvait constituer l'existence de Jérôme Cahuzac, à la fois sur sa fraude fiscale qui était admise, sur ses dissimulations qui étaient avérées, mais aussi sur toutes les petites astuces sur lesquelles il a voulu enfumer la justice. L'un des chapitres du jugement les plus cruels est consacré aux révélations qu'il avait voulu faire à l'audience concernant Michel Rocard et un prétendu financement de sa campagne électorale. Ça avait provoqué une bombe lors du procès. C'était tout au début. C'était au début, ouais. On se rendait compte que Première Jérôme journée ou deuxième Cahuzac journée d'audience, ouais. était venu pour avouer, pour expliquer ce qui s'était passé, et puis on avait eu la surprise d'avoir cet écran de fumée. Et un mensonge de plus. Les mensonges, effectivement, sont pointés un par un dans le jugement, et le jugement met en avant celui-ci en expliquant qu'il y a des éléments très contradictoires dans ceci, puisqu'effectivement, si Jérôme Cahuzac avait dû faire du financement rocardien, il aurait retiré de l'argent à un moment pour financer la machine de guerre rocardienne, sauf qu'il n'y a aucun retrait d'argent à ce moment-là. Par ailleurs, il n'y a aucune preuve de ce qu'il avance, aucun témoin de ce qu'il avance, et donc finalement, ce jugement donne l'image d'un Jérôme Cahuzac peut-être encore plus menteur qu'il ne l'était, et ça laisse peu de place à l'humanité et aux aveux qu'il a voulu prononcer lui-même. Et pourtant, l'un des avocats de Jérôme Cahuzac, Jean Veil, qui était l'invité tout à l'heure d'Europe Midi, a bien précisé que les juges n'avaient pas justement sanctionné le mensonge à la France. Les mensonges à la France ne pouvaient pas être sanctionnés, puisqu'il se trouve que à l'Assemblée nationale, il y a une immunité de parole qui fait qu'on peut dire tout ce qu'on veut si on est en séance publique et que ce n'est pas poursuivable. Le seul mensonge qui a été poursuivi à l'encontre de Jérôme Cahuzac, c'est le mensonge qui a été fait sur sa déclaration de patrimoine et de revenus quand il est devenu ministre, où effectivement, par définition, il n'avait pas déclaré l'existence de son compte en Suisse parti à Singapour. Et ça, ce mensonge a été sanctionné. Mais la réalité, c'est que tout ce que Jérôme Cahuzac avait avoué, effectivement, c'est vérifié en procédure. Tous ces mensonges, toutes ces dissimulations ont été montrées. Mais lui, il était arrivé au procès avec une promesse. Et la promesse, c'était d'en dire plus finalement, et on s'est rendu compte que le plus était un mensonge supplémentaire. Et là-dessus, il y a un aspect que les magistrats, en règle générale, apprécient très peu de la part des délinquants, parce que Jérôme Cahuzac est un délinquant. C'est le fait d'avoir une vérité à géométrie variable, et par ailleurs, le fait de donner des faux arguments est toujours quelque chose qui est peu apprécié. Donc là-dessus, Jérôme Cahuzac s'en sort très mal, et le fait de faire appel par rapport à tout ça conforte ce sentiment. Alors justement, avant cet appel, il y a cette peine. Je disais 3 ans, on disait qu'il y avait une adéquation. Est-ce que la symbolique aurait été différente s'il avait eu plus ou au contraire moins ? Le calcul est assez simple au strict niveau judiciaire, oui. C'est la barre des 2 ans. Une peine en France est aménageable si elle est inférieure à 2 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui est condamné à moins de 2 ans ferme peut demander un bracelet électronique, une surveillance, etc. Plus de 2 ans, on est obligé de passer par la case prison à ce moment-là. Donc le curseur, il est là. Après, le curseur, il est sur le fait de savoir si la fraude fiscale en France mérite la prison. Et c'est le grand débat qu'amène l'affaire Cahuzac, c'est le grand débat qu'amène le parquet financier depuis sa création en octobre 2013. C'est le grand débat qu'amènent toutes ces affaires qui ont été révélées de façon monumentale depuis 5 ou 10 ans. Et aujourd'hui, la place de Jérôme Cahuzac, à mon sens, en tant que journaliste judiciaire, n'est pas en prison parce qu'il a les garanties de représentativité
radioactivité, il n'est pas dangereux pour la société, il n'a rien à faire dans une cellule sombre et humide de Fleury-Mérogis. Mais en revanche, la place de Jérôme Cahuzac est celle d'avoir une condamnation extrêmement forte. Donc comme observateur, on est dans cette contradiction de voir la nécessité d'avoir une peine extrêmement forte et en même temps l'évidence que la place de Jérôme Cahuzac n'est pas en prison directement. Et je dirais qu'en tant qu'ancien vous demandez l'impossible, là, Mathieu Delahousse. Absolument. Hein, je pense qu'il nous prend en otage. Oui. Jérôme Cahuzac, avec son histoire, nous prend en otage en tant qu'observateur et comme citoyen. Mais on a déjà eu l'occasion d'en parler tous les deux, Mathieu Delahousse. Il se retrouve, Cahuzac, dans la situation de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire qu'il est ministre du budget, il est en charge de l'évasion fiscale et il fraude lui-même. Oui, absolument. Il était. Et c'est ça que la justice épingle. Parfois, le cerveau s'arrête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit comment ça a pu se déclencher. Est-ce que personne ne va me voir puisque je suis en charge de ce dossier-là? Donc, du coup, il y a des choses, comme vous le dites, qu'il n'a pas expliquées. On aurait bien voulu qu'il explique, mais là, pardonnez-moi, mais à un moment donné, on perd son sens commun. Jérôme Cahuzac, il n'a pas compris où il était, il n'a pas compris qui il était devenu. Et son histoire, moi je l'ai racontée par notamment le biais de son histoire de couple. Et au tout départ, on a simplement un homme et une femme qui font des études de médecine dans les années 70 et qui décident de se lancer dans des spécialités différentes, mais particulièrement rémunératrices, qui sont la chirurgie esthétique et la dermatologie pour elle. Et au fur et à mesure, ils vont gagner beaucoup d'argent. Et comme beaucoup de médecins, comme beaucoup de professions libérales, et c'est pas insulte de le dire, vont faire un peu de blague, s'arranger avec leurs revenus, avoir une espèce de double comptabilité dans les années 80. C'est là que ça commence. Voilà, l'engrenage commence à prendre. C'est pas forcément un engrenage, je pense que c'est une histoire française. C'est-à-dire que certains médecins, certains avocats, sans doute, dans les années 80, fraudaient les francs, les billets de 500 francs qu'ils récupéraient. Et après, la moralisation de la vie publique est arrivée. La différence entre elle et lui, c'est qu'elle, elle a continué à faire ce métier, elle a continué à mettre de l'argent de côté, elle a continué à avoir des comptes bancaires cachés. À 2 ans ferme, elle est punie pour ça aujourd'hui, mais Patricia Cahuzac ne s'est jamais exprimée publiquement. Elle a toujours assumé finalement le fait d'avoir joué et d'avoir perdu, comme le font certains artisans aussi, peut-être certains commerçants. Jérôme Cahuzac, la grande différence, c'est qu'il a changé de vie. Il n'est pas resté médecin libéral, il n'est pas resté ce médecin qui pouvait mettre de l'argent de côté, il est devenu homme politique. Et en homme politique, il est venu à tous les micros, à toutes les tribunes, pour expliquer à quel point... Dans un quinquennat de présidence exemplaire, bien comme sûr, le voulait mais François même Hollande. Auparavant, quand il est président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, son discours consiste à venir dire aux Français qu'il ne faut pas frauder, qu'il ne faut pas éviter l'impôt, parce que l'impôt c'est important. Et donc là, on est dans une contradiction totale qui est celle de ne pas avoir compris que quand on se lance en politique, il faut se déshabiller de ses habits illégaux et que plus encore aujourd'hui, avec la transparence, il faut quasiment se déshabiller totalement. Et Jérôme Cahuzac ne l'a pas compris. Et dans le jugement, je n'ai pas une mémoire suffisante pour en citer des extraits, mais c'est vraiment ça que les juges épinglent avec une violence et une acidité totale. La justice est faite comme elle est. Et il va avoir un nouveau procès. Son avocat a fait appel. Ce qui choque aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas sorti. Enfin, en tout cas, des gens ont été choqués parce qu'il n'est pas sorti les menottes au poing. L'opinion publique en veut toujours plus face à des prévenus qui représentent effectivement la malhonnêteté, représentent un délit que tout le monde connaît, parce que dans les affaires politico-financières, c'est toujours très compliqué. Le délit reproché à Jérôme Cahuzac est assez simple, puisque tout le monde sait ce qu'est une feuille d'impôt et de déclaration de revenus, puisque tout le monde en a une entre les mains. Donc effectivement, les gens, l'opinion publique, entre guillemets, en veut toujours plus. Il me semble qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau assez fort autour de cet aspect de la sanction et de la menace sur un homme politique. Pour la première fois, la peine qui pesait sur Jérôme Cahuzac, la peine qui pesait sur un homme politique n'était pas quelque chose de virtuel. Ce matin, on était une quarantaine de journalistes à voir Jérôme Cahuzac à une dizaine de mètres de nous, et derrière, il y avait des gendarmes qui gardaient la salle. Il y a un moment, ces gendarmes sont passés du nombre de 3 à 5 pour des raisons simplement, à mon avis, totalement anecdotiques, mais tout le monde a pensé qu'il pouvait partir, et c'était possible. Et c'est pas tous les jours que c'est possible. Cette affaire, en tout cas, a conduit à la mise en place de l'autorité pour la transparence de la vie politique. C'était un peu comme les ronds-points avec les accidents de voiture, c'est-à-dire qu'on attend qu'il y ait un accident pour faire un rond-point. Est-ce qu'il a fallu une affaire Cahuzac pour améliorer la transparence en France? En gros, si ça n'avait pas été Cahuzac, ça en aurait été un autre. Les faits divers font toujours que les lois s'accentuent en termes de crimes de sang.
en termes de vie politique, c'est la même chose. On accentue le dispositif quand on s'aperçoit que quelqu'un a réussi à passer entre les mailles du filet. On s'aperçoit qu'il faut resserrer les mailles en question. Et c'est pas forcément des ronds-points, parce que les ronds-points, on arrive à tourner autour. Là, c'est vraiment des feux rouges, je pense. La haute autorité de transparence de la vie politique, le parquet national financier, les déclarations de patrimoine, c'est je pense, une réforme extrêmement importante qui fait qu'on ne peut pas se lancer en politique de la même façon, ne serait-ce que par la peur du gendarme. C'est-à-dire que je pense que Jérôme Cahuzac, malgré les dispositions d'esprit particulières qui sont les siennes et son esprit un peu tordu et particulier, il faut bien le dire, n'aurait pas été mené de la même façon s'il est arrivé au pouvoir aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, un homme politique qui arriverait avec un compte caché, avec tout ce qui existe comme dispositif et par ailleurs avec la honte, la vindicte populaire qui l'a entouré, ça constitue des avertissements extrêmement forts. Une dernière question, Mathieu Delahousse. Pourquoi ce personnage de Jérôme Cahuzac vous a-t-il tant inspiré ? Parce que je pense que c'est l'un des seuls qu'on puisse voir dans les années récentes assumer à ce point-là le fait d'avoir des mensonges en soi et de jouer avec les institutions. C'est au-delà du personnage qui ne doute de rien, comme on dit. Il ne doute de rien, mais je pense qu'il constituait l'avenir pour faire en sorte de ne pas être pris. Je ne sais pas si on peut reprendre l'image du rond-point, mais je pense c'est quelqu'un de très intelligent, qui avait une petite zone du regard en permanence oblitérée et qui fait qu'il arrivait à savoir s'il fallait ralentir ou accélérer au rond-point. Mais en tout cas, il a toujours pensé qu'il passerait. Et jusqu'au bout, il a pensé qu'il passerait. Jusqu'au bout, et en mettant son compte à Singapour en 2009, ce qui est extraordinaire en termes dans le déroulement des faits. Ça vous fascine, j'ai l'impression que vous êtes complètement... C'est totalement fascinant parce que c'est quand même le fait de passer sous un portique de sécurité avec 4 Kalachnikov sous le manteau et se dire j'ai suffisamment mis les contrôles en place de façon différente et je suis tellement sûr de moi que je passe. Et jusqu'à aujourd'hui, Jérôme Cahuzac passe. Il n'est pas en prison ce soir. Merci Mathieu Delahousse d'être venu dans cette maison qui a été la vôtre. Merci à vous.